Mon père a balayé mon écriture d'un revers de main, la qualifiant de simple phase, lors de mon dîner d'anniversaire. L'éditrice à la table d'à côté a tout entendu, s'est approchée de notre table et a révélé: une phase, c'est l'auteur à succès avec lequel nous négocions anonymement. Ma fourchette a cliqueté contre mon assiette lorsque la femme en blasé bleu marine s'est levée de la table derrière nous. Je l'avais remarquée plus tôt, assise seule avec un verre de vin et un portfolio en cuir, le genre de présence professionnelle qui se fond dans le décor des restaurants chics. Mais maintenant, elle marchait vers notre table d'un pas assuré qui me tordit l'estomac. Et je savais exactement qui elle était avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Mon père venait de finir son 3e verre de scotch et était au milieu de son discours annuel d'anniversaire sur la façon dont je devais arrêter de gâcher ma vie à gribouiller des histoires et me trouver un vrai travail. Le même discours qu'il me servait depuis mes 23 ans, maintenant recyclé pour mes 30 ans avec des statistiques mises à jour sur le peu d'écrivains qui gagnent réellement leur vie, et sur la façon dont mon diplôme de littérature anglaise prenait la poussière pendant que je vivais dans un studio et travaillait dans la vente. Il avait déjà prononcé le mot phase 2 fois, une fois avec des guillemets mimés avec les doigts qui firent tressaillir ma mère, tandis que mon frère cadet regardait son téléphone pour éviter tout contact visuel. C'est alors que cette femme est apparue à notre table, et l'expression sur son visage oscillait entre l'amusement et la fureur. J'écrivais sérieusement depuis 8 ans au moment de ce dîner, depuis que j'avais obtenu mon diplôme que mon père considérait comme un gaspillage d'argent. Je m'appelle Andrew Westfield, et pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, j'avais mené une double existence que personne dans ma famille ne soupçonnait. Le jour, je travaillais dans une librairie du centre-ville de Seattle, un emploi que mon père considérait comme la preuve que mes aspirations littéraires étaient délirantes. La nuit et le week-end, j'écrivais des romans sous le pseudonyme de J.R. Blackwood, un choix délibéré pour masquer mon sexe et mon identité. J'avais publié mon premier livre via une petite maison d'édition indépendante 3 ans auparavant, un thriller psychologique qui s'était modérément vendu, mais sans faire de vagues. Mon deuxième livre, publié 2 ans plus tard par un plus grand éditeur, avait atteint la liste des best-sellers du New York Times et y était resté pendant 18 semaines. Mon troisième livre, sorti depuis 6 mois, occupait actuellement la 4e place de cette même liste et s'était vendu à plus de 200 000 exemplaires. L'avance pour mon 4e livre, pour lequel je venais de signer les contrats 3 semaines avant ce dîner, s'élevait à 450 000 $. Mon père pensait que je gagnais des miettes à ranger des livres et que je vivais probablement de nouilles instantanées. La décision de garder ma carrière d'écrivain secrète était délibérée et complexe. Cela avait commencé comme une protection, un moyen d'éviter les critiques de mon père pendant que j'essayais de voir si je pouvais vraiment réussir. Richard Westfield, mon père, était un avocat d'affaires qui avait bâti toute son identité sur la réussite professionnelle et la stabilité financière. Il voulait que j'aille en école de droit, que je suive ses traces, que je rejoigne son cabinet. Quand j'avais choisi la littérature anglaise, il avait été déçu, mais s'était dit que je finirais par revenir à la raison, être en faisant un MBA ou en travaillant dans l'édition, mais du côté des affaires. Quand j'avais obtenu mon diplôme et annoncé que je voulais écrire des romans, sa déception s'était transformée en un mépris actif. Il avait clairement fait comprendre qu'il considérait l'écriture créative comme un passe-temps, pas comme une carrière. Alors, quand mon premier livre fut accepté, je ne lui en ai pas parlé. Je me disais que c'était parce que je voulais prouver ma réussite avant de faire face à son scepticisme. Mais en réalité, c'était parce que je ne pouvais pas supporter l'idée qu'il rejette quelque chose pour lequel j'avais tant travaillé. Le pseudonyme m'aidait. J.R. Blackwood n'existait pas publiquement au-delà des couvertures de livres et des biographies mentionnant un écrivain reclus préférant la vie privée. Pas de photos, pas de réseaux sociaux, pas de tournée de promotion. Mon éditeur n'avait pas aimé cette approche au début, mais mon agent, une femme nommée Rebecca Thornhill, soutenait que le mystère faisait vendre. Elle gérait tout l'aspect public,
et était devenue l'une des 3 seules personnes à savoir que J.R. Blackwood était en réalité Andrew Westfield, un homme de 30 ans vivant dans un studio dont son père pensait qu'il était la preuve de son échec. Les 2 autres personnes étaient mon comptable et mon contact principal chez l'éditeur, la femme qui se tenait maintenant devant notre table, regardant mon père comme s'il était quelque chose qu'elle venait de racler sous sa chaussure. Son nom était Victoria Ashford, éditrice senior chez Meridian House Publishing, la 3e plus grande maison d'édition des États-Unis. Je l'avais rencontrée exactement 2 fois en personne, à New York, toujours en m'assurant que mon père n'était pas dans les parages. Elle avait 52 ans, des cheveux noirs striés d'argent coupés en un carré net, des lunettes coûteuses et une présence qui imposait le respect. Elle essayait de me convaincre depuis 2 ans de révéler mon identité, car elle pensait que cela boosterait encore plus les ventes. J'avais refusé à chaque fois, car l'idée que mon père découvre mon succès et tente de s'en attribuer le mérite me donnait la chair de poule. Maintenant, elle était là, au Ray's Boat House, l'un des meilleurs restaurants de Seattle, où mon père avait insisté pour célébrer mon anniversaire afin d'être vu dans un lieu reflétant son statut, et elle avait apparemment entendu chaque mot de son discours méprisant. « Je suis désolée de vous interrompre », commença Victoria de sa voix cristalline, mais je n'ai pu m'empêcher de surprendre votre conversation sur les carrières littéraires. Elle regarda directement mon père, ignorant les autres. Vous êtes Richard Westfield, n'est-ce pas? J'ai vu votre nom sur des documents juridiques. Vous gérez des contrats pour plusieurs maisons d'édition. Mon père parut déstabilisé d'être reconnu, puis flatté. C'est exact. Je me spécialise dans la propriété intellectuelle. Et vous êtes? Victoria sourit, mais ce n'était pas amical. Victoria Ashford, éditrice senior chez Meridian House. Je suis à Seattle pour finaliser un contrat majeur, et je révisais justement les documents pendant mon dîner. Elle me jeta un coup d'œil, et je vis la question dans ses yeux. Elle demandait ma permission. J'aurais dû faire signe que non. J'aurais dû trouver un moyen de l'arrêter, mais j'étais pétrifiée. Une partie de moi attendait ce moment depuis des années. Mon père, reprenant ses manières de réseautage, ajouta « Meridian House, impressionnant. Voici mon fils, Andrew. C'est son 30e anniversaire. Nous discutions justement de ses plans de carrière. » Il le dit avec cette emphase subtile, suggérant que mes plans étaient dérisoires. L'expression de Victoria se durcit. « Oui, j'ai entendu. Vous parliez d'une phase pour l'écriture. » Mon père rit. « Andrew écrit des histoires depuis qu'il est gosse. Il est doué, je lui accorde. Mais le talent ne paie pas les factures. Il travaille dans la vente depuis des années, vit dans un studio minuscule, convaincu qu'il sera le prochain Stephen King. Je lui dis qu'il est temps de faire face à la réalité. On ne peut pas courir après des fantasmes éternellement. » Ma mère posa une main sur le bras de mon père pour adoucir ses propos, mais elle ne le contredit pas. Elle ne le faisait jamais. Mon frère David, qui travaillait dans la tech exactement comme mon père le voulait, semblait mal à l'aise mais restait silencieux. Victoria sortit son téléphone, tapota l'écran et le tourna vers mon père. « C'est intéressant, parce que je négocie actuellement avec un auteur dont le dernier livre s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires et à qui nous venons d'offrir 450 000 $ pour le prochain. Un auteur à succès avec 3 livres sur la liste du New York Times. Les droits cinématographiques du 2e livre ont été vendus, la production commence l'année prochaine. Je n'appellerai pas cela une carrière fantasmée. » Mon père regarda l'écran, poliment intéressé mais sans faire le lien. « C'est merveilleux pour eux, mais c'est exactement mon point. Un tel succès est incroyablement rare. Pour un écrivain qui réussit, il y en a des milliers qui perdent des années à essayer. Andrew n'est pas réaliste quant à ses chances. » Le sourire de Victoria devint plus tranchant. « Et si je vous disais que l'auteur que je décris, celui que nous payons près d'un demi-million de $, est assis à cette table en ce moment même ?» Il y eut un moment de silence confus. Ma mère me regarda avec une expression mêlant espoir et incrédulité. David posa son téléphone. Mon père fronça les sourcils. « Je ne vous suis pas.
dit-il lentement, commençant à s'agacer d'être déconcerté devant quelqu'un qu'il voulait impressionner. Victoria me regarda droit dans les yeux. Andrew, je pense qu'il est temps. Vous avez protégé votre vie privée assez longtemps, mais votre père mérite de connaître la vérité sur votre phase. Elle accentua le mot avec le même mépris que mon père. Je sentis ma gorge se nouer, mes mains trembler sous la table. C'était le moment. Je pouvais nier, prétendre qu'elle se trompait. Mais, en regardant le visage de mon père, cette certitude méprisante que j'étais un échec, quelque chose en moi se brisa. J'étais fatiguée de me cacher, fatiguée de le laisser croire le pire. L'auteur dont parle Victoria, dis-je, et ma voix était plus ferme que prévu, c'est moi. Je publie sous le nom de J.R. Blackwood depuis 3 ans. Mes livres se sont vendus à plus de 300 000 exemplaires. J'ai gagné 230 000 dollars l'année dernière grâce à l'écriture, sans compter l'avance du prochain livre. Le studio que tu penses être la preuve de mon échec. Je pourrais m'acheter une maison. Je vis là, bas parce que le loyer est bas et que j'investis le reste. Je ne travaille pas à la librairie par nécessité, mais parce que j'aime ça et que c'est assez flexible pour me permettre d'écrire à côté. Tout ce que tu penses de ma vie est faux. Le silence qui suivit fut pesant. Ma mère porta sa main à sa bouche. Les yeux de David s'écarquillèrent. Le visage de mon père passa par le choc, l'incrédulité, la réalisation, puis quelque chose qui ressemblait à de la colère. Je me souvenais de chaque choix fait pour éviter son jugement. À l'université, il appelait mes ateliers d'écriture un gaspillage de ses frais de scolarité. Quand j'avais publié ma première nouvelle, il avait dit que c'était gentil, mais que ça ne rapportait rien. Il m'avait donné 6 mois après le diplôme pour évacuer ça de mon système avant de postuler en droit. Ces 6 mois étaient passés alors que j'écrivais mon premier roman à l'aube avant mes gardes à la librairie. Le pseudonyme J.R. Blackwood était né par nécessité de protection. Le deuxième livre avait tout changé financièrement, mais je n'avais rien montré à ma famille. Je continuais à aller travailler car j'aimais le contact avec les lecteurs. Je gardais mon loyer à 900 dollars parce qu'un changement de train de vie aurait nécessité des explications que je n'étais pas prêt à donner. C'était épuisant et malhonnête, mais c'était la seule façon de protéger ce qui m'était cher. Ce n'est pas possible, finit par dire mon père d'un ton plat. Si tu gagnais autant d'argent, tu ne vivrais pas ainsi. Tu aurais une voiture, une maison, tu vivrais différemment. Je sortis mon téléphone et lui montrai le dernier email de Rebecca, le résumé du contrat pour le 4e livre avec les montants et les pourcentages. Il le lut, son visage devenant rouge de colère contenue. Ça dit J.R. Blackwood. Ce n'est pas ton nom. Victoria rit sans humour. C'est son nom de plume, monsieur Westfield. Andrew a choisi de séparer sa carrière de sa vie personnelle, ce que je comprends parfaitement au vu de cette conversation. Mon père fit défiler les emails, voyant les relevés de redevances et les négociations de contrat. Pourquoi cacher ça? Pourquoi nous laisser penser que tu échouais? C'était la première vraie question qu'il posait. Parce que tu as été clair dès le début sur le fait que tu ne respectais pas l'écriture comme une carrière. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail, tu m'interrompais avec des blagues sur les artistes fauchés. Je ne voulais pas que tu t'attribues le mérite de mon succès ou que tu transformes ma réussite en quelque chose qui te concerne, toi. Alors j'ai construit une carrière dont tu ne savais rien. C'était plus facile que de gérer ton jugement. Ma mère laissa échapper un petit gémissement. David vérifiait sur son téléphone, googlant probablement J.R. Blackwood pour confirmer. Mon père posa mon téléphone avec précaution. Je m'inquiète pour toi depuis des années, dit-il d'une voix étranglée. Ta mère m'appelle au bureau, craignant que tu ne puisses pas payer ton loyer. Nous discussions de l'éventualité de t'aider financièrement, et tu gagnais des sommes à 6 chiffres pendant tout ce temps. La colère monta en moi. Tu t'inquiétais? Tu as passé des années à me dire que je gâchais ma vie, que j'étais délirant. Ce n'est pas de l'inquiétude, c'est du contrôle. Tu voulais que j'échoue pour avoir raison, pour me pousser vers la carrière que tu avais choisie pour moi. Et quand j'ai réussi sans toi, tu as supposé que j'échouais parce que cela servait mieux ton récit. Victoria s'éclaircit la gorge. Je devrais retourner à ma table.
Andrew, nous avons rendez-vous demain à Kinsey. Au vu des événements, nous devrions discuter d'une révélation publique de votre identité. Vos lecteurs méritent de savoir. Elle regarda mon père une dernière fois. Monsieur Westfield, votre fils est l'un des auteurs les plus talentueux avec qui j'ai travaillé en 20 ans. Vous devriez être fier de lui au lieu de vouloir le transformer en quelqu'un d'autre. Elle partit, laissant un silence de plomb. Le gâteau d'anniversaire trônait au milieu, les bougies fondant dans le glaçage. Mon père reprit sa voix d'avocat, précise et contrôlée. Je voulais que tu aies de la stabilité. J'ai vu trop de gens poursuivre des rêves qui ne se réalisent jamais. J'essayais de te protéger, en me disant que j'étais un raté, en méprisant tout ce qui m'importait. Ce n'est pas de la protection, c'est du sabotage. Tu ne voulais pas m'aider, tu voulais que j'abandonne parce que mes choix te rendaient inconfortable. Le dîner fut ruiné. David s'éclipsa aux toilettes. Mon père resta figé. Ma mère tenta de sauver les meubles en suggérant de manger le gâteau, mais l'illusion de l'harmonie familiale avait volé en éclats. Quand nous sommes partis, l'ambiance était glaciale. Mes parents sont partis dans leur berline de luxe et moi dans ma Toyota de 12 ans que je gardais parce qu'elle fonctionnait bien. De retour dans mon studio, je me sentis exposée. Les murs que j'avais bâtis étaient tombés. Le lendemain, les appels commencèrent. Ma mère, Rebecca, David. Puis, lors de mon rendez-vous avec Victoria, un appel d'un journaliste de Seattle. Quelqu'un au restaurant avait entendu la conversation et vendu l'information. En 72 heures, ma vie privée s'évapora. L'article titrait un employé de librairie locale révélé comme l'auteur de best-seller J.R. Blackwood. Mon père m'assura qu'il n'était pas la source de la fuite, et je le crus. Le secret était désormais public. La réaction de la famille fut complexe. Ma mère voulait tout réparer lors d'un grand dîner. David trouvait ça fascinant d'un point de vue marketing. Mon père resta silencieux une semaine avant d'envoyer un email formel, admettant ses torts et se disant fier, bien que les mots fussent raides. La révélation boosta mes ventes de façon incroyable. Le public adorait l'histoire de cet écrivain opprimé qui réussissait en secret. Mon studio devint un lieu de fascination médiatique, au point que je dus finalement déménager dans une petite maison avec plus de sécurité. Un mois plus tard, j'acceptais de voir mon père pour un café. Il s'excusa en personne, d'un ton plus sincère. Il admit que ma réussite remettait en question son propre système de valeurs. Je lui dis que le pardon prendrait du temps, que les années de dénigrement ne s'effaçaient pas en une discussion. Nous avons convenu de nous voir une fois par mois pour reconstruire notre relation sur de nouvelles bases. 1 an après ce fameux dîner, ma maison d'édition organisa une fête pour mon 5e livre. Ma famille était là. Victoria fit un discours, plaisantant sur les dîners d'anniversaire. Quand ce fut mon tour de parler, je dis que l'écriture n'avait jamais été une phase, mais une partie fondamentale de mon être. Je regardai mon père et dis que parfois, ceux qui nous défient le plus nous apprennent à rester fidèles à nous-mêmes. Mon père s'approcha après le discours, visiblement ému. « Je suis fier de toi, dit-il, et cette fois, c'était vrai. Pas seulement pour le succès, mais parce que tu es resté fidèle à toi-même quand je te disais que c'était une folie. Ça demande un courage que je ne suis pas sûre d'avoir eu. » L'adaptation cinématographique de mon livre sortit l'année suivante. Assis dans ce cinéma, entouré de ma famille qui me voyait enfin telle que j'étais, je me sentis reconnaissant pour cette confrontation au restaurant. Parfois, l'exposition est douloureuse, mais elle est nécessaire pour que la vérité émerge. La phase dont mon père se moquait était devenue une vie qu'il respectait enfin.